L'hiver 1885 s'abattit sans pitié sur le territoire du Montana. Dans une petite école usée par le temps, aux confins de Thunder Valley, Miss Emma Sullivan luttait pour tenir ses élèves au chaud avec les dernières bûches. Veuve depuis 6 mois, la jeune institutrice n'avait soufflé mot à personne du garde-manger vide qui l'attendait chez elle, ni de ses dernières pièces dépensées pour des remèdes qui n'avaient pu sauver son Charles. C'est alors que Marcus Blackwood, propriétaire du plus grand ranch de bétail de ce côté-ci des Rocheuses, découvrit son secret. Connu comme le cow-boy le plus têtu de 3 territoires, il observait depuis un moment cette veuve orgueilleuse enseigner malgré sa propre souffrance. Alors que le gel gagnait la vallée et que les hurlements des loups se rapprochaient dangereusement, il était bien décidé à l'aider, qu'elle le veuille ou non. Mais sur une terre où la fierté était aussi tenace que la neige en hiver, Emma parviendrait-elle à accepter la main tendue d'un étranger? Les doigts d'Emma tremblaient tandis qu'elle remontait la montre à gousset de Charles, son boîtier en or terni par les manipulations constantes. 7h45. L'heure de sonner la cloche de l'école. Mais lorsqu'elle attrapa la corde, son bras lui parut lourd comme du plomb. 3 jours s'étaient écoulés depuis son dernier vrai repas, et la faiblesse devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Bonjour, Miss Sullivan. La voix de la petite Mary Thompson traversa la cour d'école gelée. La fillette serrait contre sa poitrine un paquet emballé dans du papier, d'où s'échappait de la vapeur. Maman a fait des biscuits en plus aujourd'hui. L'estomac d'Emma se noua, mais elle se força à sourire. C'est très attentionné, Marie, mais je ne pourrais vraiment pas. S'il vous plaît, Miss Sullivan, maman en fait toujours trop. Le mensonge dans les yeux de l'enfant était aussi clair que le givre sur les carreaux. Sarah Thompson avait vu Emma maigrir, remarqué comment la robe de deuil noir de l'institutrice flottait un peu plus chaque semaine. Tout le village devait en chuchoter lors des dîners du dimanche. Emma accepta les biscuits avec toute la dignité dont elle fut capable. « Merci, ma chère. Maintenant, rentrons avant que le gel ne nous pince le nez. » Les autres enfants arrivèrent par petits groupes, tapant la neige de leurs bottes. Emma partagea les biscuits entre les plus jeunes, ignorant sa propre faim. Alors qu'elle se tournait vers le tableau noir, la montre de Charles, dans sa poche, pressée contre ses côtes, rappel constant du temps qui s'enfuyait. Elle avait été si sûre de pouvoir s'en sortir après la mort de Charles. Le conseil scolaire l'avait gardée, malgré les murmures selon lesquels une veuve ne devrait pas enseigner à des enfants influençables. Elle avait quelques économies, et l'assurance vie de Charles finirait bien par arriver. Mais la vérité sur l'assurance avait émergé, en même temps que les dettes de jeu et l'argent qu'elle avait dépensé chez les médecins. « Miss Sullivan. » La voix de Tommy Baker la tira de ses pensées. « Vous avez écrit le même mot 3 fois. » Emma cligna des yeux vers le tableau. Hiver se répétait, tracé par son écriture de plus en plus tremblante. Elle effaça rapidement 2 des occurrences. Très observateur, Tommy. Maintenant, qui peut utiliser ce mot dans une phrase? Une ombre passa devant la fenêtre. Marcus Blackwood sur son grand étalon bai, se rendant probablement à la réunion mensuelle du conseil scolaire. Il l'observait ces derniers temps, ses yeux sombres suivant ses mouvements chaque fois qu'il se croisait en ville. Il attendait probablement qu'elle échoue, comme les autres. Le riche propriétaire de ranch s'était opposé à ce qu'elle reste après la mort de Charles, arguant que la place d'une veuve n'était pas dans une salle de classe. La matinée s'écoula dans un brouillard de leçons d'arithmétique et de grammaire. La vision d'Emma se brouillait parfois, mais elle s'agrippait à son bureau et continuait. À midi, elle envoya les enfants déjeuner, prétextant des papiers urgents. Seule dans la salle de classe, elle sortit la montre de Charles de sa poche. Les aiguilles s'étaient arrêtées à 10h47. L'instant où le médecin l'avait déclaré mort. Elle avait essayé des dizaines de fois de la remonter, mais quelque chose à l'intérieur s'était brisé. Comme son monde, comme son cœur. Miss Sullivan. Elle sursauta. Marcus Blackwood emplissait l'embrasure de la porte, ses larges épaules bloquant la lumière hivernale. Elle ne l'avait même pas entendu approcher. Monsieur Blackwood. Emma se redressa, rangeant la montre. La réunion du conseil scolaire n'est pas avant 15h. Je pensais d'abord observer quelques leçons. Il entra, apportant avec lui une odeur de cuir et d'air froid. Si cela ne vous dérange pas. Cela la dérangeait énormément, mais il faisait partie du conseil scolaire. Bien sûr que non.
Il s'installa sur un banc au fond, bien trop grand pour les sièges d'enfants. Emma se tourna vers le tableau noir, sentant son regard dans son dos tandis qu'elle écrivait les leçons de l'après-midi. Sa main tremblait légèrement, et elle pria pour qu'il ne le remarque pas. Les enfants revinrent, les joues rouges d'avoir joué. S'ils furent surpris de voir l'imposant propriétaire de ranch dans leur classe, ils ne le montrèrent pas. Emma se lança dans une leçon d'histoire sur l'achat de la Louisiane, essayant d'ignorer comment la pièce tanguait parfois. Elle était au milieu de la description de l'expédition de Lewis et Clark quand l'obscurité envahit les bords de sa vision. La dernière chose qu'elle vit fut Marcus Blackwood se levant de son siège, l'inquiétude remplaçant l'habituelle sévérité de son expression. Puis le sol se précipita vers elle, et la montre brisée de Charles pressa contre son cœur tandis que la conscience s'échappait comme neige au soleil. Emma se réveilla au son de chuchotements et au contact rêche d'une couverture de laine contre sa joue. Elle était allongée sur la petite banquette de la salle de classe, une odeur familière de cuir et de pain flottant à proximité. La pauvre, elle s'est affamée. C'était la voix de Sarah Thompson. On l'a tous vue venir. Têtue comme une mule, tout comme son père. Ça, c'était la vieille Madame Baker. Quelqu'un doit faire quelque chose. Quelqu'un s'en occupe déjà. Le grondement profond de Marcus Blackwood fit taire les autres voix. Je vais la raccompagner chez elle. Emma ouvrit les yeux avec effort. Je peux me débrouiller. Sa voix sortit plus faible que prévu. Clement. Le sarcasme dans le ton de Marcus lui fit monter le rouge aux joues. Il se tenait au-dessus d'elle, sa grande silhouette bloquant la lumière de l'après-midi. Mesdames, merci de votre aide. Je m'en occupe. Emma voulut protester, mais la pièce tournait encore dangereusement. Elle laissa Marcus l'aider à se mettre debout, détestant devoir s'appuyer contre sa solide chaleur. Le trajet en chariot jusqu'à sa petite maison se passa dans un silence humilié. Emma fixait ses mains, se souvenant comme elles avaient été dodues et jolies. Maintenant, elles étaient minces, les os transparaissant comme des ailes d'oiseaux sous du papier. Marcus arrêta le chariot devant sa porte juste au moment où le soleil commençait à se coucher. Sans demander la permission, il la descendit du chariot et la porta à l'intérieur. La maison était sombre et froide. Pas de feu dans l'âtre. « Où est votre petit bois » demanda-t-il, la déposant doucement dans le vieux fauteuil de Charles. Emma désigna faiblement la cuisine. « Ne vous dérangez pas. Je peux. » Il s'éloignait déjà, ses bottes résonnant sur le plancher. Elle l'entendit fouiller, puis une brusque inspiration. Elle savait ce qu'il avait trouvé. Il revint avec une brassée de flacons de médicaments vides. Leurs étiquettes racontaient l'histoire des derniers mois de Charles, les toniques et poudres coûteux qui avaient épuisé leurs économies, promettant tous des miracles et ne livrant rien d'autre que de faux espoirs. « Combien avez-vous dépensé pour ça ?» Sa voix était soigneusement neutre. « Tout. » L'aveu lui écorcha la gorge comme du verre pilé. Le médecin d'Helena disait que c'était la meilleure chance. Charles Souffret Talmont. Marcus posa les flacons sur la cheminée. Une galerie de verre de son désespoir. Sans un mot, il retourna à la cuisine. Elle entendit d'autres bruits de fouille, puis le silence. Puis, votre garde-manger est vide. Ce n'était pas une question. Les médicaments ? Elle ne put finir. L'épuisement et la faim faisaient dériver ses pensées comme de la neige. Marcus s'agenouilla devant l'âtre froid, préparant efficacement un feu avec les derniers morceaux de petit bois qu'elle avait précieusement gardés. Sa dernière allumette crépita dans ses mains, embrasant le bois sec. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» La lumière du feu sculptait son visage en reliefs accusés, soulignant l'inquiétude qu'elle avait prise pour du jugement. « Hier et ? Non, peut-être. » Elle ne se souvenait plus. Il marmonna quelque chose qui ressemblait à un juron, puis se leva. « Restez ici. Monsieur Blackwood, s'il vous plaît. » Elle retrouva sa voix, sa fierté se rallumant une dernière fois. « Je n'ai pas besoin de charité. » Il se retourna, et pour la première fois, elle vit une véritable colère dans ses yeux. « Ce n'est pas de la charité, Madame Sullivan. C'est de la simple humanité. Une chose que vous semblez avoir oubliée pour vous-même, alors que vous l'appliquez si bien aux autres. » La vérité de ces paroles la frappa plus durement qu'un coup physique. Emma regarda les flacons de médicaments, ses mains squelettiques,
l'âtre vide avec son feu mourant. Elle avait été si déterminée à prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule. Elle n'avait pas remarqué qu'elle mourait à petit feu. « Je reviens », dit Marcus, sa voix plus douce maintenant. « Essayez de rester éveillé. » La porte se referma derrière lui, et Emma resta seule avec le fantôme de son mari et la preuve de son échec. La montre à gousset de Charles pressait contre son flanc, marquant toujours cet instant final. Dehors, les loups hurlaient dans l'obscurité grandissante, leur voix portant la promesse des crocs de l'hiver. Emma regarda les dernières flammes vaciller, trop faibles maintenant pour même pleurer. Les flacons de médicaments captaient la lumière mourante, la réfléchissant comme des yeux accusateurs. Elle avait tout dépensé pour essayer de sauver Charles, et maintenant elle n'avait plus rien pour se sauver elle-même. Le feu crépita une dernière fois et s'éteignit, la laissant dans l'obscurité alors que la conscience commençait à nouveau à lui échapper. Emma crut entendre des sabots approcher dans la neige. Mais ce n'était peut-être qu'un autre rêve, comme ses espoirs de survivre à cet hiver avec sa dignité intacte. À travers le brouillard de la quasi-inconscience, Emma entendit le craquement du bois qui se fendait. Sa porte d'entrée vola en éclats, laissant entrer un souffle d'air glacial et la silhouette massive de Marcus Blackwood. Il portait une caisse en bois dans ses bras, de la vapeur s'élevant de son contenu dans l'air glacé. « Madame Sullivan ». Sa voix semblait venir de très loin. « Emma ». L'utilisation de son prénom la surprit assez pour qu'elle ouvre les yeux. Marcus posa la caisse et s'agenouilla devant son fauteuil, ses mains rudes capturant ses mains froides. « Restez avec moi », ordonna-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Pas de la pitié, mais une compréhension brute qui lui serra la gorge. Il relâcha ses mains et se dirigea vers l'âtre, ravivant le feu avec du bois qu'il devait avoir apporté. Bientôt, la chaleur commença à se répandre dans la pièce. Emma regarda à travers ses paupières mi-closes tandis qu'il déballait la caisse. Du pain encore chaud, du ragoût de bœuf dans une terrine en céramique, du café, du sucre, des fruits confits. « Je n'accepterai pas votre charité », murmura-t-elle, mais son estomac traître gargouilla à l'odeur de la nourriture. Marcus s'interrompit, la fixant d'un regard dur. Ma femme, Catherine, disait la même chose, jusqu'à la fin. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Emma avait entendu des rumeurs sur la femme de Marcus Blackwood, morte depuis 5 ans, mais il n'en avait jamais parlé lui-même. Le médecin lui avait dit de se reposer, de laisser les autres l'aider. Il servit du ragoût dans un bol, ses mouvements précis et exercés. Mais elle était trop fière. Elle a continué à enseigner à l'école de la mission. Continué à refuser de l'aide. Quand elle s'est finalement effondrée, la phtisie avait déjà trop d'emprise. Il apporta le bol à Emma, s'accroupissant à côté de son fauteuil. J'ai vu ma femme mourir parce qu'elle était trop fière pour vivre. Je ne regarderai pas cela se reproduire. Les mains d'Emma tremblaient en prenant le bol. La première cuillerée de ragoût faillit la terrasser, riche, chaud, et réel après tant de jours de rien. Des larmes coulèrent sur ses joues. Doucement, la prévint Marcus, sa voix douce. Trop d'un coup vous rendra malade. Elle réussit à avaler quelques cuillerées de plus avant que son estomac ne se rebelle. Marcus prit le bol, le mit de côté, puis drapa une chaude courte pointe sur ses épaules. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. « Vous vous êtes opposée à ce que je reste comme institutrice. Vous avez dit qu'une veuve n'avait pas sa place. J'ai dit beaucoup de bêtises. » Il se leva, allant regarder par la fenêtre couverte de givre. « Je pensais que vous voir chaque jour dans cette école, en noir comme Catherine. Je pensais que ce serait comme la regarder s'éteindre à nouveau. La compréhension se fit jour. C'est pour ça que vous m'observiez. » Il hocha la tête, toujours face à la fenêtre. « Au début. Puis j'ai vu comment vous étiez avec les enfants, comment vous continuiez, quoi qu'il arrive. Différente de Catherine sur tous les points importants. Et pourtant, j'ai attendu trop longtemps pour aider. Vous aidez maintenant. » Les mots lui échappèrent, les surprenant tous les deux. Il se retourna, et à la lumière du feu, elle vit les années de culpabilité et de chagrin gravées sur son visage. Ils se regardèrent longuement. Deux personnes qui avaient trop perdu, reconnaissant quelque chose dans la douleur de l'autre. L'instant se brisa quand Emma vacilla sur sa chaise, l'épuisement l'emportant. Marcus fut là instantanément,
la soutenant de ses grandes mains douces. Vous avez besoin de vrai repos, dit-il, et de nourriture, et de médicaments, et d'une centaine d'autres choses que j'aurais dû m'assurer que vous aviez il y a des mois. Je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous le ferez. Son ton n'admettait aucune discussion. J'ai déjà envoyé un mot à Sarah Thompson. Elle sera bientôt là pour vous aider à vous installer correctement. Demain, nous parlerons des arrangements. Des arrangements ? Pour vos soins et votre confort pendant l'hiver. Il se mit à attiser à nouveau le feu. J'ai failli à une femme qui avait besoin d'aide. Je ne faillirai pas de la même manière à l'institutrice de mes enfants. Emma voulut protester, mais la chaleur et la nourriture avaient rendu ses pensées confuses. Elle regarda à travers ses paupières lourdes Marcus continuer à apporter des provisions. Plus de bois, des couvertures, des denrées de base. La caisse en bois reposait près de l'âtre, solide promesse de survie. « Reposez-vous maintenant », l'entendit-elle dire alors que la conscience commençait à s'estomper. « Vous n'êtes plus seul. » En s'endormant, Emma sentit le poids de la montre de Charles dans sa poche. Pour la première fois depuis sa mort, sa présence lui semblait moins une ancre qu'un rappel que le temps avançait, emportant tout le monde avec lui. Même ceux qui pensaient s'être arrêtés en même temps que des montres brisées. Emma se réveilla au son de voix de femmes et à l'odeur du café. Sarah Thompson et Madame Baker s'affairaient dans sa cuisine, rangeant des provisions et parlant à voix basse. La lumière du soleil entrait à flots par des fenêtres propres. Quelqu'un avait lavé des mois de crasse pendant qu'elle dormait. Regardez qui est enfin réveillé. Sarah lui apporta une tasse de café, bien sucrée. Vous nous avez fait une belle frayeur hier. Emma se redressa lentement dans le fauteuil de Charles, où elle avait apparemment passé la nuit. La courte pointe que Marcus avait drapée sur elle glissa sur ses genoux. Je suis désolée d'avoir dérangé tout le monde. Chut, maintenant. Madame Baker apporta une assiette avec des œufs brouillés et du pain grillé. Mangez d'abord, excusez-vous plus tard. Tandis qu'Emma mangeait son premier vrai petit déjeuner depuis des semaines. Elle écoutait les femmes parler. Apparemment, Marcus Blackwood avait organisé toute une opération. Après que les épouses de la ville eurent contribué en nourriture et en provisions, tout fut livré nuitamment pour épargner la fierté d'Emma. « Monsieur Blackwood attend dehors », dit finalement Sarah. « Il dit qu'il doit discuter affaires avec vous. Nous pouvons rester si vous le souhaitez. » Emma lissa sa robe noire froissée. « Non, merci. Je peux me débrouiller. » Les femmes échangèrent des regards entendus mais rassemblèrent leurs affaires. Alors qu'elles partaient, Marcus entra, tapant la neige de ses bottes. Il portait un portefeuille en cuir et arborait son expression des affaires. « Madame Sullivan. » Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle. « J'espère que vous vous sentez plus forte. »« Oui, merci. » Elle se força à croiser son regard. « Bien que je ne sois pas sûre de pouvoir jamais vous rembourser. » Il leva une main. « C'est précisément ce dont je suis venu discuter. » De son portefeuille, il sortit un morceau de papier brun, du genre utilisé pour emballer les colis. Dessus, il avait écrit ce qui semblait être un contrat de sa main assurée. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, plaçant le papier entre eux. « Une qui nous sera bénéfique à tous les deux et maintiendra votre indépendance. » Emma prit le contrat, lisant attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous voulez que j'enseigne dans votre ranch ? Les enfants de mes employés ont besoin d'instruction. 10 d'entre eux maintenant, âgés de 6 à 13 ans. Ils font 3 heures de trajet à cheval dans chaque sens pour atteindre la ville. Avec l'hiver qui s'installe, ce voyage devient dangereux. Mais l'école de la ville se débrouillera avec un remplaçant jusqu'au printemps. J'ai déjà parlé au conseil scolaire. » Les mains d'Emma se crispèrent sur le papier. « Vous êtes allé voir le conseil sans me consulter ? Je suis allé explorer les possibilités. » Sa voix resta calme. « La décision finale vous appartient, mais écoutez-moi d'abord. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Vous aurez un salaire convenable, plus que ce que paie la ville. Le gîte et le couvert dans ma maison, où ma gouvernante, Madame Chen, pourra surveiller votre santé. Une salle de classe sera aménagée dans l'ancienne bibliothèque. Au printemps, si vous souhaitez retourner à l'école de la ville, personne ne vous en empêchera. » Emma relut le contrat. Les termes étaient plus que justes.
généreux, même. Mais quelque chose la tracassait. Pourquoi faites-vous cela? Marcus resta silenciaus un long moment. Parce que j'ai vu ma femme mourir en enseignant à des enfants qu'elle aimait. Parce que je vous ai vu faire presque la même chose. Parce que peut-être, cette fois, je peux faire un choix différent. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La ville parle déjà, vous savez. D'hier, de moi vous ramenant chez vous, des provisions. Il se retourna vers elle. Ce contrat vous donne une raison légitime d'accepter de l'aide. Préserve votre réputation et votre fierté. Vous permet de continuer à enseigner pendant que vous retrouvez vos forces. Emma baissa les yeux sur le contrat, le voyant maintenant pour ce qu'il était vraiment. Pas seulement un accord, mais une bouée de sauvetage, un moyen de survivre avec dignité. Si j'accepte, dit-elle lentement, j'ai des conditions. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Énoncez-les. Je garde mes propres quartiers. Une indépendance complète dans la salle de classe. Et au printemps, je ferai mon propre choix de rester ou de retourner en ville. Déjà inclus dans le contrat. Il sortit un stylo de sa poche. Avons-nous un accord? Emma regarda sa maison froide, les flacons de médicaments vides toujours alignés sur la cheminée, le fauteuil de Charles où elle avait failli mourir de froid. Puis elle regarda le contrat, avec sa promesse de chaleur, de but et de survie. Elle prit le stylo. Nous en avons un, dit-elle, et signa son nom au bas du papier brun. La bibliothèque du ranch Blackwood sentait les livres reliés en cuir et le pain frais. Emma se tenait devant le tableau noir nouvellement installé, regardant ses élèves entrer pour leur première leçon. Les enfants des employés du ranch, vêtus de propreté mais usés, leurs visages brillants de curiosité envers leur nouvelle institutrice. Madame Chen l'avait aidée à déballer la montre à gousset de Charles ce matin-là, la plaçant sur le bureau où Emma pouvait la voir. Mais pour la première fois, elle ne sentit pas son poids comme une pierre dans son cœur. « Bonjour à tous », dit-elle, et 10 voix répondirent avec des degrés d'enthousiasme variés. Une petite fille, Rosa Martinez, serrait une ardoise et une craie avec une telle excitation que tout son corps semblait vibrer. « Mademoiselle Rosa, sourit Emma. Voudriez-vous m'aider à écrire la date d'aujourd'hui » La fillette vola pratiquement jusqu'au tableau noir. Tandis qu'elle crayonnait soigneusement, 15 décembre 1885, Emma perçut un mouvement à la porte de la classe. Marcus se tenait là, observant, son expression indéchiffrable. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'ils n'hochent la tête et ne s'éloignent. Emma se retourna vers sa classe, repoussant l'étrange battement dans sa poitrine. La matinée passa dans un tourbillon de leçons. Ses enfants, découvrit-elle, étaient différents de ses élèves de la ville. Ils parlaient de bétail et de chevaux avec la même aisance que d'autres discutaient de poupées et de jouets. Beaucoup étaient bilingues, passant sans effort de l'anglais à l'espagnol ou au chinois, grâce à la main-d'œuvre diversifiée du ranch. Au déjeuner, Madame Chen apporta un plateau de soupe chaude et de pain frais. « Monsieur Blackwood insiste pour que vous mangiez correctement », dit-elle avec un regard entendu. Pas de discussion. Emma avait appris à ne pas protester contre les soins de la gouvernante. En seulement 3 jours, la minuscule femme chinoise s'était déjà révélée aussi redoutable que Marcus lui-même. La session de l'après-midi commença par de l'art. Emma leur fit dessiner leur maison, voulant comprendre comment ils voyaient leur monde. Rosa travaillait avec une concentration intense, sa petite langue pointant au coin de sa bouche. Lorsqu'elle apporta son dessin, Emma eut le souffle coupé. Il y avait la salle de classe, rendue avec des détails soignés. Mais Rosa avait ajouté quelque chose. Une silhouette à la fenêtre, observant Marcus, reconnaissable même dans un dessin d'enfant. Sa posture protectrice plutôt qu'imposante. « Il regarde pour s'assurer que vous allez mieux », murmura Rosa. « Papa dit que Monsieur Blackwood sourit plus maintenant que vous êtes ici. » Emma sentit ses joues chauffer. « Merci, Rosa. C'est un beau travail. » Alors que les enfants sortaient à la fin de la journée, Emma s'assit à son bureau, étudiant le dessin. Elle n'avait pas remarqué Marcus observer aujourd'hui, mais Rosa, clairement, si. Quoi d'autre ces enfants observateurs avaient-ils vu? L'institutrice a un amoureux. La voix chantante la fit relever brusquement la tête. 2 des garçons plus âgés se tenaient dans l'embrasure de la porte, ricanant. Samuel Martinez,
Jacob Chen, ça suffit. Mais son ton sévère était miné par le rougissement qu'elle ne pouvait tout à fait contrôler. Die Souls, Madame Sullivan. Ils décampèrent, leur rire résonnant dans le couloir. Emma toucha la montre de Charles, une habitude maintenant plus qu'une nécessité. La glace du cadran reflétait la lumière de fin d'après-midi, et avec elle, sa propre expression changeait. Y avait-il une étincelle de vie dans ses yeux qui n'y était pas auparavant? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Marcus, encore, entrant cette fois avec détermination. « Les enfants semblent heureux », dit-il, étudiant le dessin de Rosa, qui était toujours sur son bureau. « Vous avez déjà fait des merveilles. Ce sont des élèves brillants, désireux d'apprendre. » Elle commença à rassembler ses livres, consciente de sa présence comme de la chaleur d'un poêle. « Madame Chen me dit que vous mangez mieux. Madame Chen vous dit tout, je suppose. » Était-ce un sourire qui étirait sa bouche? Elle prend ses devoirs au sérieux. Comme vous, Emma? Il désigna le dessin. Rosa semble penser que vous montez la garde maintenant. Il sourit brièvement, mais sincèrement. Intelligente, cette petite. Il se dirigea vers la porte. Puis s'arrêta. Dînez avec moi. Madame Chen fait des raviolis, et elle s'inquiétera si vous mangez seule. Emma aurait dû refuser. Aurait dû maintenir la distance professionnelle qu'exigeait sa position. Mais le souvenir de ses repas solitaires dans sa maison froide était encore trop frais. « Merci, dit-elle. J'aimerais bien. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers la maison principale, Emma réalisa qu'elle avait laissé la montre de Charles sur son bureau. Plus surprenant encore, elle ne l'avait même pas remarqué jusqu'à présent. Les loups arrivèrent pendant la leçon d'arithmétique. Emma expliquait la division longue quand elle l'entendit, un grognement sourd qui figea chaque enfant du ranch. « Éloignez-vous des fenêtres, ordonna-t-elle doucement, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Samuel, Jacob, aidaient les plus petits à aller dans le coin du fond. À travers la vitre gravée de givre, elle les vit, 3 ombres grises se faufilant sur la neige. L'hiver rigoureux les avait chassés des montagnes, désespérés et audacieux. Rosa gemit. Emma serra l'enfant contre elle, les comptant mentalement. 10 élèves, 2 fenêtres, une porte. La maison principale était à 100 mètres, à découvert. Un autre grognement. Plus proche maintenant. Emma pouvait voir leur souffle embuer la vitre, des yeux jaunes la fixant. Le plus gros loup gratta à la porte, le bois craquant sous son poids. Madame Sullivan. La voix du petit Michael Chen tremblait. Qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement sec déchira l'air. Les enfants hurlèrent alors que le chambranle de la porte se fendait. Emma attrapa la montre de Charles sur son bureau, non pas pour l'heure, mais pour son lourd poids d'or. Si les loups entraient, elle se battrait jusqu'au bout. La porte s'ouvrit brusquement, mais au lieu de loup, Marcus emplissait l'embrasure, fusil levé. 2 coups claquèrent. Dans l'air hivernal, un loup tomba. Les autres se tournèrent pour faire face à cette nouvelle menace, les crocs découverts. Le plus gros loup bondit. Marcus balança son fusil comme une massue, l'attrapant au museau. La bête hurla, mais revint à la charge. Emma regarda, horrifiée, l'homme et le loup lutter dans la neige, fusil oublié, le couteau de Marcus brillant d'un éclat argenté dans la lumière hivernale. Dedans, une autre voix, Thomas Martinez, le père de Rosa, courant vers eux avec d'autres employés du ranch. Mais Emma ne pouvait ni bouger ni respirer, regardant Marcus se battre avec la mort elle-même. Les crocs du loup claquèrent à quelques centimètres de sa gorge. Le couteau de Marcus s'enfonça. Du sang chaud tacha la neige tandis que la bête devenait flasque. Le 3e loup s'enfuit dans les arbres. Marcus se releva lentement, son manteau déchiré et ensanglanté. Emma ne pouvait dire quelle part de sang était la sienne. Tout le monde est sauf. Sa voix était rauque, ses yeux cherchant les siens. Elle hocha la tête, incapable de parler. Les enfants se précipitèrent vers la porte, l'excitation l'emportant sur la peur maintenant que le danger était passé. Vous avez vu Monsieur Blackwood combattre ce loup. Les yeux de Samuel brillaient d'admiration. Comme David contre le lion, ajouta Jacob. Marcus ignora leur bavardage, traversant vers Emma, ses mains agrippant ses épaules, ses yeux scrutant son visage. Êtes-vous blessé?
Elle secoua la tête, serrant toujours la montre de Charles. Ses doigts se resserrèrent brièvement avant de lâcher prise. Thomas, appelait-il. Demandez à quelqu'un de dépecer ces loups. Les enfants, les leçons sont finies pour aujourd'hui. Madame Sullivan a besoin de repos. Je vais bien, protesta Emma, mais ses jambes choisirent ce moment pour céder. Marcus la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber. Bien sûr que vous allez bien. Sa voix contenait une douceur qui lui serra la gorge. Mais faites-moi plaisir. Il la souleva comme si elle ne pesait rien, ignorant son hoquet de surprise. Les enfants regardaient, les yeux écarquillés, tandis qu'il la portait vers la maison principale. Monsieur Blackwood, vraiment, je peux marcher. Madame Sullivan, dit-il doucement. Pour une fois dans votre vie. Laissez quelqu'un d'autre être fort. Elle se tut, consciente de son cœur battant contre son oreille, du tremblement dans ses bras qui n'avait rien à voir avec son poids. Madame Chen les accueillit à la porte, gloussant de consternation. Amenez-la au salon. Je vais chercher du cognac. Il la déposa doucement dans un fauteuil devant le feu. Elle remarqua que ses mains saignaient de la lutte. Vous êtes blessé. Des égratignures. Mais il ne se retira pas quand elle attrapa ses mains, examinant les coupures. Il faut nettoyer ça. Elle leva les yeux pour le trouver en train de la regarder, quelque chose de brut dans son expression. J'ai cru que... Il s'arrêta, dégluti. Quand j'ai vu ces loups à la porte de l'école, vous nous avez sauvés. Elle tenait toujours ses mains. Elle réalisa qu'elle devrait lâcher prise. Elle ne le fit pas. J'aurais dû être plus près. J'aurais dû les voir venir. Vous étiez là quand ça comptait. Madame Chen revint avec du cognac et des bandages, brisant l'instant alors qu'elle s'affairait autour des blessures de Marcus. Emma entendit les employés du ranch parler dehors. Ils écorchaient les loups, gardant les peaux comme trophées. Mais c'était plus que des trophées, elle le savait, comme la montre qu'elle serrait encore. C'étaient des rappels de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer, de sa préciosité. Demain, la ville entendrait comment Marcus Blackwood avait combattu des loups à main nue pour protéger l'institutrice veuve. Il parlerait, spéculerait, jugerait. Mais pour l'instant, le regardant grimacer tandis que Madame Chen nettoyait ses coupures, Emma découvrit qu'elle se fichait de ce que les autres pensaient. Il était venu pour elle, pour ses enfants. C'était tout ce qui importait. La réaction de la ville à l'attaque des loups fut rapide et prévisible. Emma entendit les chuchotements lorsqu'elle se rendit au magasin général 3 jours plus tard. Comment Marcus l'avait portée jusqu'à la maison, comment elle vivait sous son toit, combien tout cela était inapproprié pour une veuve qui n'avait pas encore un an de deuil. Elle trouva Marcus dans son bureau ce soir-là, une petite boîte en velours sur son bureau et de l'inquiétude dans ses yeux. « Vous avez entendu les rumeurs », dit-il sans préambule. « Oui. » Elle resta dans l'embrasure de la porte, sachant d'une manière ou d'une autre que cette conversation changerait tout. « Je ne laisserai pas votre réputation être ruinée. » Il ouvrit la boîte, révélant une simple alliance en or. Pas quand il y a une solution. Le souffle d'Emma se coupa. « Monsieur Blackwood, un mariage de convenance, dit-il rapidement. Pour protéger votre position, votre honneur. Rien d'autre ne doit changer. » Elle fixa l'anneau. Ce n'était pas celui de Charles. Celui-là était enterré avec lui. Celui-ci était nouveau, mais semblait pourtant plus lourd. Les enfants ont besoin de leur institutrice, continua Marcus. Le ranch a besoin de stabilité. Cela résout tout. Tout, sauf les affaires de cœur, dit doucement Emma. Il tressaillit légèrement. Je ne vous demande pas votre cœur, Madame Sullivan. Seulement votre main. Et qu'en est-il de la mémoire de Catherine ? Ses doigts se resserrèrent sur la boîte. Catherine comprendrait la nécessité pratique. Emma s'approcha, étudiant l'anneau. Simple, sans fioriture, comme l'arrangement pratique qu'il représentait. Pourtant, quelque chose à son sujet accélérait son pouls. La ville parlera de toute façon, dit-elle. Laissez-les faire. Mieux vaut qu'ils cancanent sur un mariage convenable que... Il s'interrompit, mais son sens était clair. Emma pensa à ses élèves, au dessin de Rosa toujours épinglé sur le mur de sa classe. Au loup et à la chaleur et aux mains qui avaient saigné pour la protéger. Si j'accepte, dit-elle prudemment, j'ai des conditions. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres.
Vous en avez toujours. Je garde mon indépendance, mon enseignement, mes propres appartements. Convenue. Et nous sommes toujours honnêtes l'un envers l'autre. Pas de jolis mensonges sur l'amour ou l'éternité. Son expression assombrit. Je n'offrirai jamais de fausses promesses. Emma prit l'anneau, le laissant capter la lumière de la lampe. Alors oui, monsieur Blackwood. Je vous épouserai. Il prit l'anneau de ses doigts, son contact prudent alors qu'il le glissait à sa main. Il lui allait parfaitement, comme s'il avait été fait sur mesure pour elle. Connaissant le souci du détail de Marcus, c'était probablement le cas. Marcus, dit-il doucement. Si nous devons nous marier, vous devriez utiliser mon prénom. Marcus. Le nom lui parut étrange sur la langue. Et vous devriez m'appeler Emma. Ils restèrent dans un silence gêné, le poids de leur décision emplissant la pièce. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Je parlerai au révérend Matthews demain. Une cérémonie rapide et discrète serait préférable. Emma hocha la tête, tournant le nouvel anneau à son doigt. Direz-vous aux enfants, ou dois-je le faire? Ensemble, dit-il. Nous devrions présenter un front uni. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui lui avait sauvé la vie 2 fois maintenant. Une fois du froid de l'hiver, une fois des loups de l'hiver. Son expression était soigneusement neutre, mais quelque chose vacilla dans ses yeux quand ils rencontrèrent les siens. « Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour que cela ressemble à un choix, pas à une nécessité. Il tendit la main, touchant presque sa joue avant de laisser tomber sa main. Bonne nuit, Emma. Elle quitta son bureau d'un pas assuré, bien que son cœur martelât contre ses côtes. Dans sa chambre, elle retira la montre de Charles pour la première fois depuis sa mort, la plaçant à côté de son nouvel anneau. Ancien amour et nouvelle possibilité, pensa-t-elle. Passé et futur liés par l'or et la nécessité, et quelque chose d'autre qu'elle n'était pas prête à nommer. Dehors, la neige commença à tomber, douce et silencieuse comme des secrets. Emma se tenait devant le petit miroir de la chapelle, ajustant sa robe gris colombe. Pas noire. Marcus avait insisté sur ce point. Pas de vêtements de deuil pour un nouveau départ, avait-il dit, et elle s'était trouvée incapable de discuter. Madame Chen s'affairait avec les cheveux d'Emma, tissant de petites fleurs blanches dans le chignon simple. Voilà, jolie mariée, même sans choses sophistiquées. Emma toucha doucement les fleurs. Elles sont parfaites, Madame Chen. Merci. Les yeux de la gouvernante rencontrèrent les siens dans le miroir. Monsieur Marcus, c'est un homme bon. Seul trop longtemps, comme vous. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Rosa fit irruption dans la pièce, sa propre robe grise assortie à celle d'Emma. Papa dit que c'est l'heure. La chapelle était presque vide, juste les employés du ranch et leurs familles, le révérend Matthews et Marcus attendant à l'hôtel. Aucun habitant de la ville n'avait été invité. Ce n'était pas une célébration, après tout, juste une solution pratique à une situation délicate. Mais quand Emma descendit l'allée, l'expression de Marcus la fit hésiter. Il la regardait comme la terre assoiffée regarde les nuages de pluie, désespérant de quelque chose qu'il n'osait espérer. La cérémonie fut brève. Ils prononcèrent clairement les mots traditionnels, leur voix stable. Quand Marcus glissa l'alliance en or à son doigt, ses mains étaient chaudes et sûres. Emma se demanda s'il pouvait sentir son pouls s'emballer sous son contact. Le révérend Matthews présenta le certificat de mariage avec une fioriture. « Veuillez signer ici, monsieur et madame Blackwood. » La main d'Emma trembla légèrement en prenant le stylo. Madame Blackwood, plus Sullivan. Le certificat le rendait réel d'une manière que la cérémonie n'avait pas fait. Cet élégant document avec son écriture déliée et son sceau officiel la liant à Marcus aux yeux de la loi. Elle signa son nouveau nom pour la première fois, regardant l'encre sécher. Marcus ajouta sa signature à côté de la sienne, ses traits audacieux faisant paraître ses lettres soignées délicates en comparaison. « Félicitations, dit le révérend, mais son ton contenait une pointe de jugement. Sans doute pensait-il que c'était trop tôt après la mort de Charles, trop précipité, trop pragmatique pour être convenable. La petite réception eut lieu dans la salle à manger de la maison du ranch. Madame Chen s'était surpassée avec la nourriture, et les enfants ajoutèrent de la joie à ce qui aurait pu être une occasion sombre. Ils se groupèrent autour d'Emma, admirant ses fleurs et sa robe.
Est-ce que cela signifie que vous restez pour toujours? Demanda Rosa, les yeux brillants d'espoir. Emma jeta un coup d'œil à Marcus, qui avait interrompu sa conversation avec Thomas Martinez. Oui, dit-elle doucement. Je reste. À la tombée du soir, les invités partirent. Emma se tenait dans le salon, regardant la neige commencer à tomber dehors. Le certificat reposait sur le bureau de Marcus, l'encre maintenant sèche, les noms liés pour toujours. Vos appartements sont prêts, dit Marcus derrière elle. Madame Chen a ajouté quelques touches qu'elle pensait que vous aimeriez. Emma se tourna pour faire face à son nouveau mari. À la lumière du feu, son expression était impossible à lire. Merci pour tout ça. Il s'approcha, et pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il tendit la main et toucha une des petites fleurs blanches dans ses cheveux. Des roses d'hiver, dit-il. Catherine les cultivait dans sa serre. Madame Chen devait les garder. La mention de sa première femme aurait dû se sentir comme un mur entre eux. Au lieu de cela, c'était un pont, une offrande de mémoire et de confiance. Elles sont magnifiques, dit Emma. Comme quelque chose qui fleurit contre toute attente. Sa main retomba à son côté. Vous devriez vous reposer. Les enfants seront particulièrement énergiques demain, voulant tout savoir sur le mariage de leur institutrice. Elle hocha la tête, se tournant vers les escaliers. Au bas de la marche, elle s'arrêta. Bonne nuit, Marie. Elle entendit sa brusque inspiration, mais ne se retourna pas. Dans ses nouveaux appartements, elle découvrit que Madame Chen avait en effet été bien occupée. Des rideaux frais, des courtes pointes supplémentaires, et une petite peinture de rose d'hiver accrochée au-dessus de son lit. Sur son oreiller reposait la montre à gousset de Charles, soigneusement polie. À côté, un mot de la main ferme de Marcus. Le passé garde le temps avec le présent. Tous deux ont leur place. Emma prit la montre, puis regarda son nouvel anneau. Derrière sa porte fermée, elle pouvait entendre Marcus bouger dans son bureau, le doux bruit de papier qu'on remuait, rangeant probablement leur certificat de mariage, rendant tout officiel et convenable. Convenable, pensa-t-elle. Mais pourquoi son cœur s'emballait-il chaque fois qu'il la regardait? Pourquoi sa peau picotait-elle là où il avait touché ses cheveux? Et pourquoi, malgré toutes leurs paroles prudentes sur la convenance et la praticité, cela ressemblait-il à quelque chose de tout à fait différent? La première semaine de vie conjugale s'installa dans un rythme étrange. Emma donnait ses cours, Marcus gérait le ranch, et ils se retrouvaient pour les repas dans une danse de courtoisie prudente. Si les enfants remarquèrent quelque chose d'étrange au sujet du nouveau nom de famille de leur institutrice, ils n'en firent pas mention. Emma découvrit progressivement les habitudes de Marcus. Il se levait avant l'aube, travaillait jusqu'au crépuscule et passait ses soirées dans son bureau avec des registres et des lettres. Parfois, elle l'entendait faire les 100 patards dans la nuit, c'est pas un rythme régulier au-dessus de sa chambre. Elle trouva la rose un lundi matin, parfaitement conservée dans la glace sur le rebord de sa fenêtre. Elle devait être tombée de son bouquet de mariage, avoir été prise par le vent glacial et transformée en quelque chose de hantant et de magnifique. C'est comme une fleur de conte de fées, dit Rosa quand Emma la porta en classe. Gelée dans le temps jusqu'au baiser du véritable amour. Emma sentit ses joues chauffer. C'est simplement un caprice de la nature, ma chère. Maintenant, retournez à votre leçon de géographie. Mais tout au long de la journée, elle se surprit à jeter des coups d'œil à la rose, songeuse. Ce soir-là, elle trouva Marcus dans l'ancienne serre de Catherine, s'occupant des roses d'hiver qui y fleurissaient encore. Les enfants ont été fascinés par la rose gelée, dit-elle en guise de salutation. Il ne se détourna pas de son travail. Rosa raconte à tout le monde que c'est magique. Les enfants voient de la magie partout. Et les adultes? Là, il se tourna, ses yeux sombres rencontrant les siens. Que voyons-nous? Emma s'approcha, le regardant tailler les feuilles mortes avec des coupes précises. Praticité, nécessité, havre de paix. Est-ce cela? Un havre de paix? Son ton était soigneusement neutre, mais quelque chose en lui accéléra son pouls. N'est-ce pas ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord? Marcus posa son sécateur, réduisant la distance entre eux. Et si je vous disais que j'ai de plus en plus de mal à me souvenir de cet accord chaque jour qui passe? Le souffle d'Emma se coupa. Il se tenait assez près maintenant pour qu'elle puisse sentir sa chaleur,
l'odeur de cuir et de pain qui émanait de lui. Marcus, je vous observe avec les enfants, dit-il doucement. Je vous entends fredonner dans la cuisine. Je me surprends à vous chercher dans chaque pièce. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Un arrangement convenable de la distance. Pas ça. Il fit un geste impuissant. Pas du désir. Le mot resta suspendu entre eux comme du givre. Emma pensa à la rose gelée, suspendue entre deux états, ni vivante ni morte, attendant la transformation. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Les rédactions des enfants doivent être corrigées. Il recula, son masque retombant en place. Bien sûr. Bonne soirée, Madame Blackwood. Elle s'enfuit de la serre, le cœur battant la chamade. Dans sa chambre, elle trouva la montre de Charles et la serra comme un talisman. Mais au lieu de réconfort, elle lui offrit une question. Était-ce une trahison de désirer à nouveau? De sentir son cœur dégelé comme au printemps sous le regard d'un autre homme? Le lendemain matin, elle trouva une rose fraîche sur son bureau, pas gelée cette fois, chaude et vivante, rouge comme un chagrin d'amour. Pas de mots, mais elle savait qu'il avait laissé. Ses élèves remarquèrent sa distraction. « Êtes-vous triste, Madame Blackwood ?» demanda Michael Chen pendant l'arithmétique. « Non, mon cher. Je pensais juste à Monsieur Blackwood. » Le sourire entendu de Rosa fit se demander à Emma quand les enfants étaient devenus si perspicaces. Ce soir-là, elle ne se retira pas dans sa chambre après le dîner. Au lieu de cela, elle rejoignit Marcus dans son bureau, prenant la chaise en face de la sienne. « Les enfants pensent que je suis triste, » dit-elle. Il leva brusquement les yeux. « L'êtes-vous? » ?»« Non. »« Mais je ne suis pas sûre de ce que je suis. » Elle tourna son alliance. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais non plus. » Marcus posa son stylo. « À quoi vous attendiez-vous? Sécurité. Simplicité. » Elle croisa son regard. « Pas à rester éveillée, à écouter vos pas. Pas à avoir l'impression de trahir un fantôme en voulant plus qu'un arrangement. » Il se leva lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. « Et que voulez-vous, Emma? » ?»« Je ne sais pas. » Sa voix tremblait. « Et cela me terrifie. » Il hocha la tête, de la compréhension dans les yeux. « Alors nous attendrons que vous sachiez. Et si cela prend trop de temps, alors nous attendrons plus longtemps. » Il sourit légèrement. « Je suis un homme patient, Emma. Demandez à quiconque m'a vu débourrer des chevaux. » Elle rit, malgré elle, la tension se relâchant. « Est-ce cela que vous faites? Me débourrer? Mon Dieu, non. » Son expression redevint sérieuse. « J'attends que vous choisissiez de courir avec moi. » Dehors, par les fenêtres du bureau, la neige tombait régulièrement. Emma pensa à la rose gelée, à la transformation, à la différence entre briser et choisir. Elle se leva, lissant ses jupes. « Bonne nuit, Marcus. Bonne nuit, Emma. » Elle quitta son bureau sachant que quelque chose avait changé entre eux, comme la glace qui craque sur une rivière au printemps. Pas encore brisée, mais changeante, inévitable comme les saisons. Le blizzard frappa sans prévenir. Un instant, Emma renvoyait ses élèves plus tôt alors que la neige commençait à tomber. L'instant d'après, le monde avait disparu dans un mur blanc hurlant. « Tout le monde reste ici », ordonna Marcus, apparaissant dans l'embrasure de la porte de la salle de classe tel un fantôme couvert de neige. « Thomas, préviens les familles que les enfants sont en sécurité avec nous ce soir. » Les enfants des employés du ranch semblaient plus excités qu'effrayés à l'idée de passer la nuit dans la maison principale. Madame Chen les organisa en équipe d'aide, distribuant des couvertures et aménageant des couchages dans le salon. Emma les occupa avec des histoires pendant que la tempête faisait rage. Alors que le soir se transformait en nuit, les enfants s'endormirent progressivement dans leur lit de fortune. « Vous avez un don, » dit doucement Marcus, apparaissant à côté d'elle avec une courte pointe usée, faite à la main à première vue. « Ils vous font entièrement confiance. Ce sont de bons enfants. » Elle regarda Rosa se blottir plus près de son frère dans son sommeil. « Leurs parents seront-ils très inquiets? » Thomas a prévenu tout le monde avant que le pire n'arrive. Ils savent que les enfants sont en sécurité. Et Louis tendit la courte pointe. Vous tremblez. Elle ne l'avait pas remarqué avant qu'il ne le mentionne,
mais le feu baissait et le froid de la tempête s'infiltrait par chaque fente. Elle accepta la couverture, reconnaissant la couture soignée. « Catherine l'a faite, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Marcus hocha la tête, s'installant à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre du salon. « Pendant notre premier hiver ici. » Elle disait que toute maison respectable avait besoin d'au moins une courte pointe faite à la main. Sans demander, il tira une partie de la couverture sur ses propres jambes, partageant sa chaleur. Emma aurait dû protester, mais la férocité de la tempête rendait les convenances ordinaires lointaines et sans importance. « Parlez-moi d'elle, dit-elle impulsivement. Pas comment elle est morte. Comment elle vivait. » Marcus resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, elle aimait les choses impossibles. Faire pousser des roses en hiver, enseigner l'anglais aux cow-boys, dompter les chevaux sauvages et les hommes sauvages. Il sourit légèrement. J'étais plutôt sauvage quand elle m'a trouvé. Et elle vous a dompté? Elle m'a civilisé. Il y a une différence. Son épaule pressait contre la sienne, chaude à travers les couches de vêtements. Elle m'a appris que la force ne consiste pas à imposer sa volonté au monde. C'est savoir quand céder. Emma y réfléchit. Est-ce pour cela que vous avez attendu avec moi? En partie. Sa voix baissa. Surtout, j'ai attendu parce que vous aviez besoin de guérir et parce que... Il s'interrompit, choisissant ses mots avec soin. Parce que j'avais besoin d'être sûr de ne pas chercher simplement un remplacement à ce que j'avais perdu. Et maintenant, je sais que vous n'êtes en rien comme Catherine. Vous êtes entièrement vous-même, Emma Blackwood, et c'est vous que je me surprends à désirer. L'aveu flottait dans l'air assourdi par la tempête. Emma serra plus fort la courte pointe, sentant les années d'amour cousues dans chaque couture. « J'ai peur, murmura-t-elle. De quoi? De désirer à nouveau? De trahir Charles? De perdre encore? » Marcus se tourna vers elle, son expression grave à la lumière du feu. « Pensez-vous que Charles voudrait que vous restiez figé? Ne plus jamais aimer? Non. » La réponse vint plus facilement qu'elle ne s'y attendait. Il disait toujours que l'amour était fait pour être partagé, mais savoir cela ici. Elle toucha sa tête. N'est pas la même chose que le sentir ici. Sa main se posa sur son cœur. Je comprends. Les doigts de Marcus trouvèrent les siens sous la courte pointe. Nous les portons avec nous, Catherine et Charles. Mais ils ne possèdent pas notre avenir. Emma regarda leurs mains jointes, l'alliance qui avait signifié une chose et qui maintenant en signifiait une toute autre. Quand avez-vous su que cela devenait plus qu'un arrangement? Le jour où vous avez signé notre certificat de mariage. Vous aviez des fleurs dans les cheveux et de la force dans la colonne vertébrale, et j'ai réalisé que je risquais de tomber amoureux de ma propre femme. Les mots, à la fois volés et pratiques, la firent rire doucement. Quel scandale, en effet. Son pouce traçait des motifs sur sa paume. La question est, Madame Blackwood, qu'allons-nous faire à ce sujet? Au lieu de répondre, Emma se pencha en avant et l'embrassa. C'était une chose douce, brève comme un flocon de neige qui atterrit, mais cela changea tout. Quand elle se retira, les yeux de Marcus étaient écarquillés de surprise et de quelque chose de plus profond. « Marcus, j'ai encore peur, » murmura-t-elle. « Mais je suis lasse d'être comme je l'ai. » Il lui prit le visage entre ses mains calleuses. Et cette fois, quand ils s'embrassèrent, ce fut comme un dégel, comme le printemps, comme l'espoir fleurissant en hiver. La courte pointe glissa, oubliée, à leurs pieds tandis qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, témoins seulement des enfants endormis et de la tempête hurlante. Le journal d'Helena arriva avec le courrier du matin, jauni et datant de plusieurs mois. Emma l'aurait peut-être jeté sans l'ouvrir si elle n'avait pas entrevu un nom familier dans la colonne des avis de décès. Sullivan. Ses mains tremblèrent en lisant. Charles Sullivan, 37 ans, décédé de phtisie et de complications suite à des blessures subies lors d'une altercation au tripot du Golden Nugget. Laisse derrière lui son épouse Emma Sullivan de Thunder Valley. Sullivan laisse des dettes substantielles à plusieurs hommes d'affaires importants d'Helena, remettant en question les circonstances de son décès. Les mots se brouillèrent. Emma s'assit lourdement dans le fauteuil du bureau de Marcus, le papier crissant dans sa main. Tous ces mois à croire que Charles était mort noblement, luttant contre la maladie tout en essayant de subvenir à ses besoins. Tous ces médicaments qu'elle avait achetés avec leurs économies,
sans savoir qu'il avait déjà joué leur avenir. Emma. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression changeant en voyant le journal. Ah, je me demandais quand cela ferait surface. Elle leva brusquement les yeux. Tu savais. Il s'approcha d'elle lentement, comme on approche un cheval effarouché. J'ai fait des recherches après notre mariage. Je voulais m'assurer qu'il n'y aurait pas de complications. Des complications? Sa voix monta. Comme les dettes de jeu de mon défunt mari? Celles qu'il est mort en essayant de fuir? Celles que j'ai remboursées il y a 3 mois. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Emma le fixa, le journal oublié sur ses genoux. Quoi? Marcus s'agenouilla à côté de son fauteuil. Ces hommes d'affaires importants d'Helena étaient des usuriers. Ils n'auraient pas hésité à venir te réclamer le paiement. Je ne pouvais pas risquer ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu n'étais pas prête à le savoir. Il lui toucha doucement la main. Tu avais besoin de faire le deuil du Charles que tu connaissais avant d'affronter le Charles qu'il était devenu. Lauantai cole remonta. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Non. Il ne se défendit pas, se contentant de soutenir son regard fixement. Ce n'était pas à moi. Je suis désolée. Emma se leva brusquement, ayant besoin d'espace. Le journal tomba au sol, ses mots accablants face visible. La veille encore, elle enseignait à ses élèves la vérité. Comment elle pouvait blesser, mais était toujours préférable au mensonge. Je me sens tellement idiote, murmura-t-elle. M'affamer pour acheter des médicaments pendant qu'il perdait tout aux cartes. Tu n'étais pas idiote, la voix de Marcus était féroce. Tu étais loyale et aimante. Ces choix ne diminuent pas ta bonté. Mais ils le diminuent, lui. Les larmes vinrent alors, chaudes et rageuses. J'ai pleuré un mensonge. Tu as pleuré un homme. Un homme imparfait, qui t'aimait, même s'il t'a déçu. Marcus resta où il était, lui laissant l'espace pour sa rage. Cet amour n'était pas un mensonge, Emma. Elle enroula ses bras autour d'elle, regardant par la fenêtre du bureau. Le printemps avait peint la vallée en vert, mais des nuages d'orage s'amoncelaient sur les montagnes. Comme son cœur, chaleur et ombre en guerre. Je t'avais fait confiance. Dit-elle finalement. Pourquoi me cacher ça? Parce que je t'aime. La simple déclaration arrêta sa marche. Elle se tourna pour lui faire face. Je t'aime, répéta-t-il. Et je voulais te protéger. À tort, peut-être, mais c'est ainsi. Comme tu n'as pas pu protéger Catherine. À l'instant où elle le dit, elle souhaita pouvoir reprendre ses mots. Marcus tressaillit comme s'il avait été frappé, mais sa voix resta calme. Oui, exactement comme ça. Je ne suis pas très douée pour regarder les femmes que j'aime souffrir. La colère la quitta, ne laissant qu'une fatigue profonde. Je ne sais pas quoi faire de cette vérité. Tu n'as rien à faire pour l'instant. Il s'élève lentement. Prends ton temps. Reflexes. Sois en colère contre Charles, contre moi, contre le monde entier si ça t'aide. Emma regarda le journal, cette preuve de la fragilité humaine et de la complexité de l'amour. Veux-tu me serrer dans tes bras? Demanda-t-elle soudainement. Juste me serrer pendant que je décide comment me sentir. Marcus traversa la pièce en 2 enjambées, la prenant dans ses bras. Elle pressa son visage contre sa poitrine, respirant son odeur familière. Cuir et pain et sécurité. Je suis désolé, murmura-t-il dans ses cheveux. À la fois pour sa trahison et pour la mienne. Je sais. Et elle savait. La compréhension éclata même à travers la douleur. Compréhension des paris désespérés de Charles, du silence protecteur de Marcus, de sa propre force face aux dures vérités. Dehors, le tonnerre gronda à travers la vallée. Mais ici, dans les bras de Marcus, Emma se sentit ancrée contre la tempête. Non plus par ignorance, mais par choix, par un amour qui voyait les défauts et choisissait de rester quand même. Elle ramassa le journal, le plia soigneusement et le plaça dans le tiroir du bureau de Marcus. Pas caché, pas oublié, mais classé avec d'autres dures leçons qui les avaient façonnés tous les deux. La fête du village tomba le jour le plus chaud de l'été. Emma lissa sa nouvelle robe bleue, pas grise, pas noire, mais de la couleur du ciel infini du Montana. Marcus l'avait commandée spécialement de Denver,
bien qu'elle n'eût pas su pourquoi avant que l'invitation n'arrive. Votre carnet de bal, Madame Blackwood. Sarah Thompson lui pressa le petit livret d'ivoire dans la main. Bien que je soupçonne qu'il n'aura besoin que d'un seul nom. Emma ouvrit la délicate carte, la gorge serrée à la vue de l'écriture assurée de Marcus, remplissant déjà chaque ligne. Il avait réclamé chaque danse, convenable ou non. La salle de bal resplendissait de fleurs d'été et de robes éclatantes. Même les plus mauvaises langues avaient du mal à maintenir leur désapprobation face à une telle festivité. Emma sentit leurs yeux la suivre alors qu'elle entrait au bras de Marcus, mais pour une fois, elle s'en fichait. « Prête » murmura-t-il. « À quoi » À scandaliser toute la ville. Ses yeux pétillaient de malice. « J'ai l'intention de danser chaque danse avec ma femme. » Marcus Blackwood, essaies-tu de ruiner ma réputation ? Non. Il l'entraîna sur la piste de danse alors que la première valse commençait. J'essaie de montrer à tout le monde combien je t'aime. Les mots, prononcés si publiquement, lui firent rougir les joues. Autour d'eux, les conversations hésitèrent et s'arrêtèrent alors que les gens réalisaient que le riche propriétaire de ranch souriait réellement, tenait réellement sa femme de convenance comme si elle était faite d'or précieux. « Il nous regarde », murmura Emma alors qu'il la faisait tourner expertement sur la piste. « Laisse-les faire. J'ai attendu assez longtemps pour faire ça correctement. » Sa main était chaude contre son dos, ses pas sûrs alors qu'il la guidait à travers la valse. Emma se souvint de leur danse de mariage. Correcte, distante, une performance de nécessité. C'était quelque chose de tout à fait différent. « Je t'aime aussi », dit-elle doucement, et sentit ses pas hésiter un seul instant. « Répète-le. »« Je t'aime, Marcus Blackwood. » Il la serra plus près, ce qui n'était alors strictement pas convenable, mais Emma découvrit que cela ne la dérangeait pas. Laissez-les parler. Laissez-les voir. C'était réel et vrai et durement gagné. Rosa se faufila entre les couples dansant pour les atteindre. « Madame Blackwood. Monsieur Blackwood. Regardez ce que j'ai fait. » Elle leur tendit un papier. Un dessin de leur danse avec des cœurs et des fleurs sur les bords. Emma rit de plaisir. « C'est magnifique, ma chérie, mais ne devrais-tu pas être au lit ? Maman a dit que je pouvais rester debout pour voir la danse. » Rosa leur rayonna. « Vous ressemblez à un conte de fées. » Marcus souleva l'enfant de son bras libre, ne manquant jamais un pas de la danse. « Et qu'est-ce que les contes de fées nous apprennent, mademoiselle Rosa ? Que l'amour gagne. » Elle jeta ses bras autour de son cou. « Je savais que vous vous aimiez pour de vrai. Je l'ai dit à tout le monde. » Emma croisa le regard de Marcus par-dessus la tête brune de Rosa. La vérité sort de la bouche des enfants. Elle est plus intelligente que la plupart des adultes de cette ville. Il déposa doucement Rosa. « Maintenant, cours dire à ta maman que Madame Blackwood et moi emmènerons tous tes camarades de classe en pique-nique la semaine prochaine. » Alors que Rosa s'éloignait en sautillant, Emma haussa un sourcil. « Nous le ferons ? À moins que tu n'aies d'objection. Je pensais qu'il était temps que nous commencions à agir comme une vraie famille, pas seulement à y ressembler dans les dessins de Rosa. » La musique changea pour un air plus enlevé. Marcus l'entraîna dans la nouvelle danse comme s'ils avaient été partenaires toute leur vie. « Aucune objection, » dit Emma, « bien que tu puisses regretter d'avoir proposé de gérer 10 enfants en pique-nique. » Onze. Son expression devint sérieuse. Si tu envisageais la possibilité. Un jour. Le cœur d'Emma s'emballa. Marcus, pas maintenant, pas demain. Mais un jour, quand tu seras prête. J'aimerais remplir cette grande maison avec plus que de simples souvenirs. Elle pensa aux roses de Catherine qui fleurissaient encore dans la serre, à la montre de Charles dans sa boîte à bijoux, à l'amour passé faisant place à la joie future. Un jour, accepta-t-elle, et son sourire éclatant valait bien tous les chuchotements choqués, tous les sourcils levés dans la salle. Ils dansèrent, chaque danse, comme il l'avait promis. Les pieds d'Emma lui faisaient mal, et ses joues lui cuisaient à force de sourire, mais elle ne se souvenait pas s'être jamais sentie aussi vivante. Quand la dernière chanson se termina, Marcus ne la lâcha pas. Au lieu de cela, devant Dieu et tout ce que Thunder Valley comptait de plus distingué, il l'embrassa. Pas le petit baiser convenable d'un mariage de raison, mais le baiser profond et doux d'un homme amoureux de sa femme. La salle tomba silencieuse. Puis Rosa commença à applaudir,
Et soudain tout le monde applaudissait. Les employés du ranch et leurs familles d'abord, puis même les habitants de la ville qui avaient été si prompts à juger. Emma pressa son visage contre la poitrine de Marcus, riant et embarrassée, et parfaitement heureuse. Il brandit son carnet de balles, ses pages remplies de son nom. Au cas où quelqu'un se poserait la question, annonça-t-il à la salle. J'ai l'intention de remplir chaque carnet de balles pour le reste de nos vies. Scandaleux, murmura Emma. Absolument. Il l'embrassa à nouveau. Plus court cette fois, mais non moins doux. Emmène-moi à la maison, Madame Blackwood. Elle glissa le carnet de balles dans sa poche, près de son cœur. Toujours. La saison des récoltes peignit la vallée d'or et d'ambre. Emma se tenait à l'ombre des murs qui s'élevaient, regardant les employés du ranch et les habitants de la ville travailler ensemble à la construction de son école. La charpente se dressait déjà fièrement contre le ciel d'automne, 2 fois plus grande que son ancienne salle de classe. Le toit est posé aujourd'hui, dit Marcus, s'approchant d'elle. Sa chemise était poussiéreuse d'avoir transporté du bois, les manches retroussées pour montrer des avant-bras bronzés. Penses-tu que nous finirons avant la première neige? Je n'arrive toujours pas à croire que tu fais ça. Nous faisons ça. Il sortit un papier plié de sa poche. Et en parlant de ça, Emma reconnut le sceau officiel de la Banque du Territoire. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant l'acte de propriété. Propriété conjointe, lut-elle à haute voix. Monsieur et Madame Marcus Blackwood. Ton école, dit-il doucement. Ton rêve, mais notre avenir. Elle traça leur nom sur l'acte, se souvenant d'un autre document qui les avait unis. Leur certificat de mariage, signé par convenance. Celui-ci semblait différent. Un choix fait par amour, non par nécessité. Marcus. Elle s'arrêta, l'émotion lui serrant la gorge. Il lui serra le paule. Tu as tant donné à ces enfants. Tu m'as tant donné. Laisse-moi te rendre quelque chose en retour. Le coup d'un marteau attira leur attention. Thomas Martinez montrait à son fils Samuel comment enfoncer les clous droits. Leurs têtes brunes penchaient ensemble sur la tâche. Près d'eux, Michael Chen et son père travaillaient sur les cadres des fenêtres, parlant un cantonais rapide entre les mesures. C'est plus qu'une simple école, dit Emma. C'est un symbole que tous les enfants méritent une éducation, que Thunder Valley croit en son avenir, que l'amour construit des choses qui durent. Marcus glissa une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. En parlant de construire, oui, j'ai demandé à Thompson d'ajouter une pièce supplémentaire derrière la salle de classe. Emma le regarda d'un air interrogateur. Une nurserie, dit-il doucement. Pour un jour. Quand tu seras prête. Son coeur se gonfla. Avant qu'elle ne puisse répondre, Rosa arriva en courant, sa robe poussiéreuse d'avoir aidé les constructeurs. Madame Blackwood, venez voir ce que papa a écrit au-dessus de la porte. Emma suivit la fillette jusqu'à l'avant du bâtiment. Là, gravés dans le linteau en lettres soignées, les mots « École de Thunder Valley », fondée par Emma Blackwood. Ton héritage, dit Marcus derrière elle. Bien que j'espère que ce ne sera pas le seul. Sa main effleura son ventre, douce de possibilités. Emma couvrit sa main de la sienne. À propos de ce un jour. Son soufflé se coupa. Emma, Madame Chen pense que, c'est-à-dire, je suis presque certaine. Elle se tourna pour lui faire face. Un jour pourrait être plus proche que nous ne le pensions. Pendant un instant, Marcus resta figé. Puis il la souleva du sol, la faisant tourner dans un cercle qui fit acclamer et siffler les ouvriers. « Pose-moi, idiot !» Mais elle riait, s'accrochant à ses épaules. « Jamais !» Il la déposa doucement sur ses pieds, mais garda ses bras autour d'elle. « Estu eureuse ?» Emma regarda l'école s'élever, fière et forte, l'acte de propriété dans sa main promettant avenir et espoir, l'amour brillant dans les yeux de son mari. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être à nouveau aussi heureuse, » admit-elle, après Charles. « Je pensais que cette partie de la vie était terminée. Et maintenant je sais que l'amour ne finit pas. Il change simplement, grandit, fait de la place pour plus. » Elle toucha les lettres gravées de son nom. « Comme cette école, nous construisons sur les fondations de ce qui a précédé, mais nous créons quelque chose de nouveau. » Marcus l'embrassa, sans se soucier de leur public.
Quand ils se séparèrent, Rosa faisait des bruits de haut le cœur tandis que Samuel feignait de s'évanouir. « Au travail !» cria Marcus, mais son sourire démentait l'ordre. Les hommes retournèrent à leurs tâches, bien qu'Emma entendît les chuchotements se répandre sur le baiser, sur la façon dont elle avait rayonné en annonçant sa nouvelle. Au coucher du soleil, toute la vallée saurait que les Blackwood attendaient un enfant. « Laissez-les parler », pensa-t-elle. Cette fois, les commérages porteraient sur la joie, pas sur le scandale. Elle regarda à nouveau l'acte de propriété, leurs noms liés ensemble en écriture légale, si différents de leur certificat de mariage, ce document prudent de convenance et de nécessité. Ce papier parlait de partenariat, de rêve partagé, d'amour construisant quelque chose de permanent. « Je dois vérifier les listes de fournitures », dit-elle à contre-cœur. Marcus lui déposa un baiser sur la tempe. « Va construire ton école. Construire notre avenir. » Emma glissa l'acte dans sa poche, tapota le linteau gravé une fois pour la chance. Et alla s'assurer que son école serait parfaite. Derrière elle, elle entendit Marcus siffler en retournant au travail, le son se mêlant aux coups de marteau et aux rires d'enfants pour créer une symphonie d'espoir. L'hiver revint à Thunder Valley avec une vengeance amère. 1 an après qu'Emma eut failli geler dans sa maison vide, elle se retrouva à nouveau à regarder quelqu'un qu'elle aimait lutter contre la fièvre et le gel. Marcus avait insisté pour aider la famille Martinez à réparer leur toit avant que les pires tempêtes n'arrivent. « On ne peut pas laisser la famille de Rosa geler », avait-il dit, ignorant le mordant du vent. Des heures dans le froid et l'humidité avaient eu raison de lui. Maintenant, ils brûlaient de fièvre dans leur lit, sa peau chaude comme l'été, tandis que l'hiver faisait rage dehors. Emma tournait leurs 2 alliances à son doigt, la sienne retirée par sécurité quand la fièvre le rendait agité. Les 2 anneaux d'or cliquetaient ensemble. Vieille promesse rencontrant nouvelle peur. Catherine, à Platéil, perdue dans des rêves fébriles. « Catherine, je suis désolée. » Emma pressa un linge frais sur son front. « Chut, mon amour, repose-toi. » Ses yeux s'ouvrirent, vitreux, mais cherchants. « Emma, je suis là. Ne pars pas. » Sa main trouva la sienne, ses doigts cherchant son alliance manquante. « Jamais. » Elle lui remit son alliance au doigt, et sa respiration s'apaisa. Madame Chen apparut avec du thé frais et de l'inquiétude dans les yeux. « Comme avant », dit-elle doucement. « Quand Catherine, non. » La voix d'Emma était féroce. « Pas comme avant. Je ne le perdrai pas. » La gouvernante hocha la tête, comprenant la détermination qui avait autrefois maintenu Emma à enseigner malgré la faim et le chagrin. C'était une femme qui avait appris à se battre pour l'amour. Durant la longue nuit, Emma maintint sa veille. Elle lui donnait du bouillon entre ses lèvres gercées, baignait sa peau brûlante et murmurait des promesses dans l'obscurité. « Tu m'as porté à travers l'hiver », lui dit-elle. « Maintenant, laisse-moi te porter. » Dans ces moments de lucidité, il essayait de sourire. « Ce n'est pas ce pourquoi tu as signé quand tu as accepté de m'épouser. Non, c'est tellement plus. » Elle lui baisa la paume. « Nous allons avoir un bébé, tu te souviens ? Tu n'as pas le droit de nous quitter. » Ses yeux brillants de fièvre trouvèrent son ventre légèrement arrondi. « Un bébé ? Oui, mon amour. Ton fils a besoin que tu te battes. Pourrait être une fille. Quoi qu'il en soit, cet enfant a besoin de son père. » Elle pressa sa main contre son ventre. « Tu sens ça ? C'est ta raison de rester. » Par la fenêtre, elle pouvait voir l'école qu'ils avaient construite ensemble, se dressant fièrement contre la tempête. Leur héritage, leur avenir. Pas encore terminé. Thomas Martinez vint faire son rapport sur le ranch, sa voix basse par respect pour la chambre du malade. Les hommes se débrouillaient, l'assura-t-il. Tout attendrait que le patron se rétablisse. Il se rétablira, dit Emma, et Thomas hocha la tête, croyant en sa certitude. Rosa se faufila avec un dessin, toute la famille ensemble, y compris un petit paquet dans les bras d'Emma. « Pour quand Monsieur Blackwood se sentira mieux ?» murmura-t-elle. Emma l'accrocha là où Marcus pourrait le voir quand ses yeux seraient clairs. Un rappel de tout ce qui l'attendait. La 3e nuit, sa fièvre tomba. Emma somnolait dans le fauteuil au chevet du lit quand sa voix, plus forte maintenant, la réveilla. « Tu devrais être au lit, Madame Blackwood. » Elle cligna des yeux pour le trouver en train de la regarder, les yeux clairs et présents.
Marcus, qui d'autre serait dans ton lit? Sa tentative d'humour était faible, mais c'était lui. Vraiment lui. Emma fondit en larmes. Allons, allons. Il essaya de tendre la main vers elle, mais ses bras étaient encore trop faibles. Viens ici, mon amour. Elle se blottit prudemment à côté de lui, consciente de sa force fragile. Ses doigts trouvèrent leurs alliances sur sa main. Tu as porté les deux, observa-t-il. Les gardant en sécurité pour nous. Elle remit son alliance à son doigt. Comme tu m'as gardé en sécurité l'hiver dernier. Nous nous gardons mutuellement en sécurité maintenant. Il toucha son ventre. Nous tous. Emma se souvint d'une autre chambre de malade. Une autre veille qui s'était terminée différemment. J'avais si peur. La mort de Catherine n'était pas de ta faute, dit-il doucement. Tout comme celle de Charles n'était pas la mienne. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir l'avenir. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque régulier. Et je te choisis, à chaque fois. Dehors, la tempête hivernale commença à se calmer. Emma sentit la respiración de Marcus s'aprofundir en un sommeil reparateur. Sa main se courbait toujours protectricement autour de leur enfant grandissant. Leurs alliances captaient la faible lumière. 2 cercles d'or promettant que l'amour, comme les saisons, pouvait revenir plus fort après la perte. Le printemps arriva tôt à Thunder Valley, comme si la nature elle-même célébrait le rétablissement de Marcus. Emma était assise dans la serre de Catherine, maintenant florissante sous ses soins, avec la Bible de la famille Blackwood sur ses genoux. Sa couverture en cuir était usée par des générations de mains, ses pages contenant l'histoire de ceux qui étaient venus avant. Marcus la trouva là, entourée de roses en fleurs. Preet. Elle hocha la tête, ouvrant aux pages des archives familiales. Là, à l'encre pâlie, se trouvaient les moments importants de la lignée Blackwood. Naissance, mariage, décès, y compris celui de Catherine, consigné de la main ferme de Marcus. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il doucement. « Il est temps que nous rendions cela officiel. » Il s'assit à côté d'elle, prenant le stylo qu'elle lui tendait. « À moins que tu n'aies d'objection. » Emma toucha son ventre arrondi. Enceinte de 6 mois maintenant, le bébé était fort et actif. Aucune objection. C'est juste que cela semble être un grand pas, comme si nous nous permettions enfin d'être complètement heureux. Marcus comprit. Ils portaient tous les deux la culpabilité d'avoir trouvé la joie après la perte, d'avoir laissé un nouvel amour éclore des cendres du chagrin. La Bible représentait plus que de simples archives familiales. C'était l'acceptation, que leur bonheur honorait plutôt qu'ils ne trahissaient leurs amours passés. D'une main assurée, Marcus écrivit « Marcus James Blackwood et Emma Grace Sullivan Blackwood, mariés le 15 décembre 1885. » En dessous, il ajouta « Enfant attendu en mai 1886. » Voilà, dit-il doucement. Écrit dans l'histoire de la famille, là où il doit être. Emma traça leur nom de ses doigts délicats. Sur la page opposée, elle vit la montre de Charles, soigneusement conservée entre les feuilles. L'Y avait placée il y a des mois, la laissant reposer parmi les fleurs pressées qui marquaient les moments importants de sa nouvelle vie. La rose gelée, le premier crocus, une fleur de son bouquet de mariage. « Regarde, dit-elle en tournant la page. Là reposait le mouchoir de Catherine, brodé de roses d'hiver. Je l'ai trouvée dans la serre et j'ai pensé qu'elle devrait faire partie de cela, elle aussi. » Le souffle de Marcus se coupa. « Emma, ils feront toujours partie de notre histoire. » Elle prit sa main. « Mais nous sommes au-delà de ça. » Elle pressa sa paume contre son ventre où leur enfant donnait un coup de pied en guise de salutation. « Ceci est notre avenir. » Comme en réponse à ces paroles, le bébé donna un coup de pied particulièrement fort. Marcus rit, le son riche de joie. Fort comme sa mère, têtu comme son père. Ils se sourirent, se souvenant du chemin parcouru depuis ce premier hiver. D'un mariage de convenance à un amour qui avait survécu à la fièvre, à la peur et aux fantômes du chagrin passé. La voix de Rosa s'éleva de la cour de l'école où les enfants jouaient. Papa dit que le bébé de Madame Blackwood viendra quand les roses de printemps fleuriront. Homme sage, Thomas Martinez, songea Marcus. Les roses bourgeonnent déjà. Emma ferma la Bible,
gardant la montre de Charles et le mouchoir de Catherine pressés entre ses pages, non pas cachés, mais préservés comme faisant partie de leur histoire plus vaste. J'ai pensé à des prénoms, dit-elle. Ah. Catherine Grèce pour une fille, Charles Marcus pour un garçon. Marcus resta silencieus un long moment. Puis il la serra contre lui, pressant son visage dans ses cheveux. Parfait, murmura-t-il. À travers la vitre de la serre, il pouvait voir leur école se dresser fièrement contre le ciel printanier. Les rires des enfants se mêlaient au bruit du travail du ranch, chevaux, bétail, le rythme de leur vie partagée. Parfois, dit Emma, je pense à ce premier hiver, à quel point j'ai failli laisser l'orgueil et le chagrin me voler mon avenir. Et moi, je pense à quel point j'ai failli laisser la peur m'empêcher d'aimer. Marcus toucha la Bible sur ses genoux. Mais nous voilà, inscrits dans les archives familiales, preuve que l'amour ne finit pas avec la perte. Il change simplement de forme. Emma se pencha contre sa force, sentant leur enfant bouger entre eux. Comme des roses qui fleurissent en hiver. Comme des roses qui fleurissent en hiver, acquiesça-t-il. La porte de la serre s'ouvrit brusquement, et Rosa entra en trombe, serrant une poignée de fleurs sauvages. Pour le bébé, annonça-t-elle fièrement. Emma les accepta gravement. Merci, ma chérie. Devons-nous les presser dans la Bible pour marquer ce jour ? Rosa hocha la tête avec empressement, regardant Emma arranger soigneusement les fleurs entre les pages, ajoutant à leur histoire grandissante d'amour, de mémoire et d'espoir. Raconte-moi encore, supplia Rosa, comment toi et M. Blackwood êtes tombés amoureux. Emma croisa le regard de Marcus par-dessus la tête brune de l'enfant. Eh bien, commença-t-elle, cela a commencé durant l'hiver le plus froid, quand une institutrice têtue était trop fière pour demander de l'aide. Et un propriétaire de ranch solitaire avait trop peur pour l'offrir, ajouta doucement Marcus. Mais l'amour, termina Emma, l'amour a trouvé un moyen de fleurir à travers le gel. Le matin du 1er mai se leva clair et lumineux, les roses fleurissant dans la serre de Catherine et l'espoir fleurissant dans le cœur d'Emma. Elle se tenait devant la nouvelle école de Thunder Valley, sa main reposant sur son ventre plein, regardant Marcus monter la cloche en laiton étincelante dans son clocher. Timing parfait, cria-t-il d'en haut. Le bébé et la cloche, tous deux prêts à faire leur début. Comme en accord, leur enfant bougea avec agitation. Emma sourit, se souvenant d'une autre cloche, celle, gelée, de son premier hiver, silencieuse de froid et de chagrin. Quel chemin ils avaient parcouru depuis. Prêt. Marcus descendit, la rejoignant sous le clocher. Toute la vallée s'était rassemblée pour l'ouverture officielle. Employés du ranch et habitants de la ville, leurs enfants s'agitant dans leurs habits du dimanche. Emma agrippa la nouvelle corde de la cloche, sa longueur lisse une promesse de son et d'avenir. Ensemble. La main de Marcus couvrit la sienne, chaude et forte. D'un même mouvement, ils tirèrent. La voix claire de la cloche retentit à travers Thunder Valley, se répercutant sur les montagnes qui avaient été témoins de leur voyage de la convenance à l'amour. Emma sentit les larmes monter au son pur et doux. Voilà un vrai commencement, dit Thomas Martinez, tenant Rosa sur ses épaules pour qu'elle puisse voir. Les enfants se précipitèrent en avant, impatients d'explorer leur nouvelle école. Emma les regarda envahir la salle de classe lumineuse, leur voix excitée portant à travers les fenêtres ouvertes. « Madame Blackwood, appelle à Rosa. Venez voir votre bureau. » Mais avant qu'Emma ne puisse bouger, elle le sentit. La première douleur aiguë qui signifiait que leur enfant était prêt à se joindre à la célébration. Marcus vit son expression changer. « Emma, ton timing était plus parfait que tu ne le savais. Le bébé, réussit-elle à dire, s'agrippant à son bras. Ses yeux s'écarquillèrent. Madame Chen se hâtait déjà, prenant les choses en main avec une efficacité éprouvée. Au lit, maintenant. Les enfants attendront. Le bébé n'attendra pas. Les femmes de la vallée entrèrent en action, entourant Emma de soutien et d'expérience. Alors que Marcus l'aidait à rentrer chez elle. La nouvelle cloche continuait de sonner, les enfants incapables de résister à sa corde brillante. Comme de la musique, souffla Emma entre deux douleurs. Comme l'espoir, acquiesça Marcus, sa voix épaisse d'émotion. Quelques heures plus tard, un coucher de soleil printanier peignit la vallée d'or. Leur fille glissa dans le monde avec un cri aussi clair que n'importe quelle cloche.
Catherine Grace Blackwood, née au milieu des roses et des promesses, ses yeux aussi sombres que ceux de son père. Elle est parfaite, murmura Marcus, la berçant de ses mains prudentes. Emma les regardait, le cœur si plein que ça faisait mal. Par la fenêtre, elle pouvait voir la cloche de l'école se découper sur le ciel du soir. Son ombre tombait sur leur lit comme une bénédiction. La plus nouvelle élève de notre vallée, dit-elle doucement. Et la plus nouvelle enseignante, sourit Marcus. Elle apprendra de ta force, de ta grâce et de ton amour, ajouta Emma. Le genre qui porte les gens à travers l'hiver. Il déposa leur fille dans ses bras, puis s'assit à côté d'eux, sa famille complète. Dehors, le printemps fleurissait dans la serre de Catherine, et les voix des enfants portaient sur la brise du soir. La nouvelle cloche était silencieuse maintenant, attendant les leçons de demain. Emma pensa à la montre de Charles et au mouchoir de Catherine conservés dans la Bible de famille, aux roses gelées et aux premiers crocus, aux certificats de mariage et aux actes de propriété de l'école, à tous les artefacts de leur voyage de 2 cœurs brisés à ce moment de joie parfaite. « Je t'aime », dit-elle à Marcus, leur fille dormant entre eux. « À travers toutes les saisons. »« Et je t'aime », l'embrassa-t-il tendrement. « Ma mariée de convenance qui est devenue mon tout. » Catherine Grace remua, agrippant le doigt de son père avec une force surprenante. Nouvelle vie, nouvel espoir, nouvel amour, tout résonnant aussi clair et vrai que la cloche qui appellerait les enfants de leur vallée à apprendre et à grandir. Demain, cette cloche sonnerait à nouveau. Demain, leur fille commencerait à apprendre l'histoire de sa famille, de l'amour perdu et retrouvé, des cœurs gelés et dégelés, des roses qui fleurissaient en hiver et de l'espoir qui survivait au froid le plus profond. Mais ce soir-là, dans le calme de leur chambre, Emma et Marcus se serraient simplement l'un contre l'autre, avec leur miracle, écoutant le vent printanier dans le clocher, et sachant que l'amour, comme les saisons, revient toujours plus fort pour avoir enduré le gel.